Bonsoir, chers auditeurs. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux si vous le souhaitez, et laissez Miss Marple vous emmener dans une nouvelle énigme. Mais avant cela, dites-nous, de quel pays ou ville nous écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous, car ce mystère commence avec une voix dans la nuit, et plus rien. Dans le petit village de St. Mary Mead, les nuits sont d'une tranquillité presque surnaturelle. Les cheminées fument doucement, les lampes s'éteignent d'une à une, et les rues se couvrent de silence comme d'un voile rassurant. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est glissé entre les feuilles mortes et les volets clos. Miss Marple, confortablement installée dans son fauteuil en velours vert, savourait une tisane à la camomille. Son tricot avançait lentement et l'aiguille faisait un petit cliquetis rythmé. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'elle l'entende, une voix, lointaine, faible, mais distinctement humaine. Pas un cri, ni un chant, plutôt une sorte de supplication ou de murmure. Un appel solitaire que le vent portait à travers les haies du jardin. Puis, plus rien. Elle posa sa tasse. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle connaissait ce genre de silence soudain, ce vide qui succède à quelque chose de grave. Elle se leva doucement, marcha jusqu'à la fenêtre et écarta légèrement les rideaux. Le jardin baignait dans une lumière lunaire pâle. Tout était en place. Rien ne bougeait, sauf la vieille balançoire, au fond, qui se balançait doucement, comme poussée par une main invisible, un courant d'air ou autre chose. Elle ouvrit la fenêtre pour mieux écouter. Rien. Le silence était revenu, aussi dense qu'une couverture. Mais son instinct ne la trompait jamais. Quelqu'un avait parlé, et quelqu'un d'autre n'était peut-être pas très loin. Le tic-tac de l'horloge du salon sonnait dans sa tête, puis le carillon de minuit de l'église voisine. 12 coups, exactement à l'instant où elle avait entendu la voix. Une coïncidence? Peu probable. Le lendemain, le village se réveilla comme d'habitude. Le facteur sifflait, la boulangère alignait ses brioches, et les enfants traînaient tous des pieds vers l'école. Mais quelque chose flottait dans l'air. Une sensation subtile, un déséquilibre. Et puis la nouvelle tomba. Le vieux Mr. Walsh, qui vivait seul près du sentier des chênes, ne s'était pas présenté au club de lecture. Sa porte était ouverte. Son chapeau était retrouvé sur l'herbe mouillée, à quelques pas d'une empreinte. Miss Marple n'était pas du genre à ignorer les coïncidences. Le chapeau de Mr. Walsh, soigneusement posé sur l'herbe encore humide du matin, n'avait pas été emporté par le vent. Non, il avait été laissé là, volontairement ou non, comme un marqueur silencieux. La vieille demoiselle s'habilla sans précipitation, choisissant un manteau de laine grise et un chapeau feutré aux bords rigides. Elle sortit tôt, avant même que les volets du boucher ne soient ouverts, se dirigeant vers le sentier bordé de vieux chênes. Ce sentier, que l'on empruntait rarement depuis que la mairie avait préféré le détour pavé, serpentait entre les jardins et les bois, menant aux vieilles demeures isolées de la lisière du village. Mr. Walsh y habitait depuis 20 ans, dans une maison austère, héritée d'une cousine excentrique. Miss Marple observa les environs avec attention. Rien ne semblait déplacé au premier regard. Les feuilles mortes s'amoncelaient comme à l'ordinaire. Mais là, tout près de l'endroit où le chapeau avait été retrouvé, elle remarqua une particularité,
un morceau de dentelle blanche accroché à une branche basse. Elle le prit avec précaution. Ce tissu n'était pas banal. Finement brodé, il appartenait probablement à un mouchoir de femme ou à une manchette délicate. Et surtout, il n'avait rien à faire, ici. La brise n'aurait pu le porter si haut. Continuant sur le sentier, elle remarqua d'étranges marques dans la terre. De légers creux, irréguliers, comme des pas hésitants ou des mouvements de lutte. Ils disparaissaient tout soudain, comme si la personne avait été portée ou avait chuté. Arrivée devant la maison de Mr. Walsh, elle trouva la porte d'entrée entr'ouverte. Rien n'avait été forcé, mais le paillasson avait été déplacé et une traînée de terre allait de l'entrée au tapis du salon. Un détail subtil, mais qui ne pouvait échapper à son œil exercé. Elle n'entra pas encore. Elle préféra contourner la maison. À l'arrière, elle découvrit que la fenêtre de la cuisine était cassée. Mais étrangement, les éclats de verre se trouvaient à l'intérieur. Ce n'était donc pas une effraction depuis l'extérieur. Quelqu'un avait voulu simuler une fuite, ou au contraire, faire croire à une intrusion. Miss Marple se redressa, les traits sérieux. Il ne s'agissait plus simplement d'une disparition. Quelqu'un, ici, jouait un double jeu. Et ce murmure qu'elle avait entendu n'était peut-être pas le fruit du hasard. Il y avait eu une voix dans la nuit, et elle menait maintenant à une scène bien trop silencieuse. Le sergent Cripps arriva peu après, alerté par un voisin inquiet de ne pas avoir vu Mr. Walsh à la messe du matin. Il trouva Miss Marple devant la porte, immobile, les mains croisées sur son sac, comme si elle l'attendait depuis des heures. « Mademoiselle Marple ?» s'étonna-t-il. « Vous êtes bien matinale. »« Je suis simplement éveillée, sergent, » répondit-elle calmement. Et cette maison semble, hélas, endormie de façon bien étrange. Ils entrèrent ensemble. Le salon était impeccable, les coussins bien rangés, la cheminée éteinte depuis la veille. Mais un détail attira immédiatement l'attention de Miss Marple. La tasse à thé sur la table basse était encore tiède. Quelqu'un avait été là récemment. Le sergent inspecta la maison pendant qu'elle observait les livres soigneusement alignés dans la bibliothèque. Un volume semblait manquer. L'espace vide entre deux romans de Conan Doyle trahissait un livre retiré, probablement à la hâte. Dans la cuisine, les signes de mise en scène devenaient plus évidents. La vitre brisée, le vase de roses renversé et une seule empreinte de souliers mouillés sur le carrelage. Miss Marple s'accroupit doucement, analysant la forme. Ce n'était pas la pointure de Mr. Walsh, trop fine, féminine. Ils montèrent à l'étage. La chambre était parfaitement en ordre. Le lit fait, le coussin encore intact, mais la fenêtre donnait sur le sentier. Et là, dans l'encadrement, un léger froissement de rideau. Quelqu'un avait peut-être observé ou attendu. Rien ne semble indiquer une agression, dit Cripps. Pas de lutte, pas de sang, juste cette étrange absence. C'est précisément cela qui me trouble, répondit Miss Marple en fixant le cadre vide au mur. Une disparition sans chaos est rarement une disparition innocente. En redescendant, elle passa devant le téléphone. Il pendait légèrement de son crochet, et à côté, une feuille froissée avec un numéro écrit en hâte. Inconnu. Pas de nom, pas d'indice, juste 6 chiffres et une ligne barrée en rouge. Miss Marple ferma les yeux un instant. Une voix dans la nuit. Un chapeau,
abandonnée, une mise en scène soignée. Quelqu'un voulait effacer sa présence. Mais pourquoi? Et surtout, qui avait intérêt à faire taire Mr. Walsh? De retour chez elle, Miss Marple posa le morceau de dentelle trouvé sur le sentier à côté de sa loupe. Le tissu était d'une finesse rare, sans doute brodé à la main. Une initiale y figurait en coin, un L discret, mais cousu en fil doré. Elle consulta son carnet. Dans le village, seules 2 dames correspondaient à cette initiale. Lily Bradstone, jeune domestique timide au service des Henderson, et Lady Lillian Marchand, une femme discrète récemment installée dans le vieux manoir du Hask, haut de la colline. Première semblait peu probable. Lily n'avait jamais quitté le village. Quant à Lady Lillian, elle ne se montrait qu'occasionnellement, souvent voilée et toujours accompagnée de son chien muet. Miss Marple décida de commencer par elle. Pendant ce temps, le sergent Cripps découvrit un élément troublant dans la cheminée de Mr. Walsh. Des restes de papier partiellement brûlés. Avec précaution, il en récupéra quelques fragments, dont un portait des mots visibles « Je ne peux plus me taire ». Miss Marple, informée par téléphone, vint examiner les cendres. La calligraphie lui semblait masculine, mais soignée. Un homme cultivé. Mr. Walsh écrivait souvent des lettres, mais toujours à l'encre bleue. Ce texte était en noir. En fouillant le secrétaire, elle mit la main sur une enveloppe non cachetée. Elle ne portait ni timbre, ni adresse. À l'intérieur, une feuille vierge. Du papier identique à celui brûlé dans la cheminée. Une tentative d'effacer une vérité ou un échange codé? Miss Marple soupira. Les mystères les plus inquiétants sont ceux qui ne font pas de bruit. Aucun témoin, aucune alarme, juste des objets déplacés, des absences soudaines et des détails qu'on espère voir disparaître sous le tapis du quotidien. Elle se dirigea vers le manoir Marchand, accompagnée d'un panier de confiture. Une vieille habitude pour engager la conversation. Lady Lillian l'accueillit avec courtoisie, mais son regard fuyant et ses mains gantées trahissaient une certaine tension. Elles parlèrent longuement. Miss Marple évoqua Mr. Walsh comme par hasard, mais Lady Lillian détourna aussitôt le sujet. Avant de partir, Miss Marple remarqua sur le guéridon du salon un mouchoir identique à la dentelle retrouvée, mais avec une initiale dissimulée sous une tasse, le même, L, doré. Miss Marple rentra chez elle avec un sentiment de malaise. Elle n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais l'attitude de Lady Lillian, si mesurée, semblait justement trop parfaite. Et ce mouchoir, posé négligemment sous une tasse, cela ressemblait à un oubli trop bien mis en scène. Elle s'installa à son bureau, où s'étalaient les fragments de papier brûlé et la dentelle brodée. Avec sa loupe, elle examina à nouveau l'inscription dorée. Le L semblait ancien, cousu à la main. Certainement une pièce héritée, pas un achat récent. Cela renforçait l'idée d'un lien familial ou intime. Le lendemain, elle alla interroger discrètement la couturière du village, Madame Hargreaves, qui avait habillé presque toutes les dames de St. Mary Mead. Lorsqu'on lui montra le mouchoir, elle fronça les sourcils. « Oh, cela, c'est du travail de la maison Chantilly, à Londres. Je n'ai rien fait de semblable depuis au moins 10 ans. » Miss Marple nota l'information. Un mouchoir aussi ancien
réapparut soudainement sur le sentier, puis dans le salon de Lady Lilian. Tout cela sentait la mémoire qu'on essayait de raviver ou d'effacer. En rentrant, elle reçut une visite inattendue. Lily Bradstone, les yeux rougis, semblait terriblement nerveuse. « Miss Marple, j'ai entendu quelque chose l'autre nuit, une voix, près du vieux sentier. Mais je n'ai rien dit. J'avais peur qu'on me croie folle. » Miss Marple l'invita à s'asseoir. Lily décrivit une silhouette sombre, arrêtée, près de la grille du jardin Walsh, murmurant des mots à voix basse, comme dans une dispute. Elle ne distingua pas les paroles, mais elle avait reconnu un accent du Nord. Cela changeait la donne. Aucun des villageois ne parlait ainsi, et Lady Lilian, elle, en revanche, venait du Yorkshire. Plus tard ce soir-là, Miss Marple s'aventura discrètement de nouveau vers la maison Walsh. Une idée la taraudait. En passant sous la fenêtre de la cuisine, elle observa le sol. Un éclat de verre s'y trouvait encore. Elle le ramassa et remarqua une trace rouge au bout. Pas du sang, de la cire, un cachet, une bougie, non. Elle rentra et posa le verre sur un tissu noir. Avec sa loupe, elle identifia un sceau minuscule, un serpent, enroulé autour d'une plume, symbole ancien ou signature personnelle. Elle se redressa, le mystère s'épaississait, mais une chose était sûre, la voix dans la nuit appartenait à quelqu'un qui connaissait bien la maison Walsh et qui, pour une raison encore inconnue, avait tout intérêt à faire disparaître ce qu'elle avait dit. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris de plomb au-dessus de St. Mary Mead. Un brouillard léger serpentait entre les haies, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple, toujours éveillée tôt, profitait de cette atmosphère feutrée pour réfléchir. Assise à sa table de petit déjeuner, elle relisait ses notes, le mouchoir, la voix, la lettre brûlée, et désormais, cette trace de cire au symbole énigmatique. Rien n'était clair, et pourtant chaque pièce du puzzle semblait vouloir se glisser dans un tableau logique. Le sergent Cripps la rejoignit en fin de matinée, apportant une nouvelle découverte. En fouillant le grenier de la maison Walsh, ils avaient trouvé un vieux coffret de bois fermé par un mécanisme secret. En le forçant légèrement, ils découvrirent un carnet à la couverture de cuir usé. Le carnet appartenait à Mr. Walsh. Il y notait tout, observations, dépenses, mais aussi des noms. Miss Marple survola les pages et trouva des références à plusieurs dames du village, à des conversations entendues, et surtout à une lettre de 1934, à conserver jusqu'à ma mort. Cette mention fit frissonner Miss Marple. Quelle lettre pouvait avoir une telle importance qu'elle justifie d'être cachée pendant plus de 20 ans? Et surtout, pourquoi ce carnet avait-il été enfermé dans un grenier, si bien dissimulé? Elle continua de lire jusqu'à trouver un nom, Lilian M., suivi de 2 mots soulignés, chant lyrique. Intriguée, elle fouilla dans ses souvenirs. Lady Lilian Marchand. Avait-elle été chanteuse? Elle se rendit à la bibliothèque municipale. En consultant les anciens programmes de concert, elle découvrit une certaine Lilian Marchand, soprano de renommée modeste, active dans les années 30, avant de disparaître brusquement de la scène publique. Miss Marple rentra chez elle, avec un sentiment lourd. Tout semblait désormais lié. La voix dans la nuit, le mouchoir, le carnet, la lettre.
et une femme qui avait vécu dans l'ombre depuis des années, dissimulant son passé. Et si cette voix, entendue dans la nuit, n'était autre que celle de Lady Liliane, chantant ou appelant, dans un moment de panique ou de remords. Et si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'elle ne parle plus, jamais. Le soir tombait sur St. Mary Mead avec une lenteur particulière, comme si les heures elles-mêmes hésitaient à sombrer dans l'obscurité. Miss Marple, un châle posé sur les épaules, relisait à la lueur de la lampe le passage du carnet qui mentionnait « chant lyrique ». Les mots vibraient encore dans son esprit. Elle se souvenait d'un gramophone ancien que Mr. Walsh possédait, souvent visible à travers la fenêtre de son salon. Il aimait écouter de vieux enregistrements. Peut-être avait-il conservé un disque rare, peut-être même la voix de Liliane Marchand. Le lendemain, accompagnée du sergent Cripps, elle retourna dans la maison Walsh. Le gramophone était là, recouvert d'un drap. Et dans un tiroir du meuble bas, ils trouvèrent une petite collection de disques 78 tours, chacun soigneusement étiqueté. Le dernier, sans nom, portait une simple mention manuscrite. « Nuit de novembre, LM ». Ils placèrent le disque sur la platine et au craquement initial succéda une voix, pure, vibrante, délicate. Une voix de femme chantant une mélodie lente, empreinte de tristesse. Miss Marple ferma les yeux. C'était une confession musicale, une supplique noyée dans les notes. « Ce n'est pas un enregistrement public », murmura-t-elle. « C'est intime, un message caché. » Le sergent Cripps écoutait avec attention. Dans la dernière strophe, on entendait clairement « Le silence me tue, mais le dire serait me condamner. » Puis une respiration, presque un sanglot. Et enfin, un murmure, difficile à entendre, mais qui ressemblait étrangement à un prénom, Hector. Miss Marple tourna brusquement la tête. Hector, c'était le prénom de Mr. Walsh. Liliane chantait pour lui, ou à propos de lui. Cette chanson n'était pas un simple souvenir, mais un témoignage. « Il y a eu une histoire entre eux », souffla Miss Marple. « Peut-être une trahison, ou un secret trop lourd à porter. Et quelqu'un, aujourd'hui, veut que cette histoire reste enfouie. » Elle prit délicatement le disque, l'emballa dans une écharpe de soie. Cette voix dans la nuit, celle qu'elle avait entendue au jardin, n'était pas imaginaire. C'était la voix de Liliane, une voix de regret. Le lendemain du mystérieux enregistrement, Miss Marple apprit par le facteur que Lady Liliane Marchant n'avait pas été vue depuis 2 jours. Sa demeure, d'ordinaire illuminée en fin d'après-midi, restait sombre, ses volets fermés. Le chien, lui aussi, ne s'était pas montré. Miss Marple se rendit sans attendre au manoir. Elle frappa à la porte à plusieurs reprises, en vain. Une inquiétude sourde l'envahit. Elle fit le tour de la propriété. À l'arrière, elle aperçut une fenêtre entr'ouverte, donnant sur la véranda. Elle hésita, puis entra, doucement. La maison semblait figée. L'air était froid, et une odeur légère de cire fondue planait. Dans le salon, la tasse de thé de la veille était encore posée sur une soucoupe, intacte. Un livre ouvert reposait sur le fauteuil. Rien ne paraissait désordonné, mais tout semblait abandonné. Miss Marple monta à l'étage. La chambre était vide, le lit fait. Sur la coiffeuse,
Une photographie ancienne attira son attention. Elle représentait une jeune femme en robe de concert, un bouquet à la main, souriant timidement. Derrière elle, un homme que Miss Marple identifia sans hésitation, Mr. Walsh. Elle sentit son cœur se serrer. Leur lien était désormais indéniable. Mais pourquoi Lady Lilian avait-elle choisi de s'effacer ainsi? Fuyait-elle un danger ou son propre passé? Sur la table de chevet, un carnet d'adresses. Miss Marple le feuilleta, repérant une page récemment déchirée. Mais dans l'angle, une petite note manuscrite subsistait. Ne pas appeler tant que Hector est en vie. Elle descendit lentement. Avant de quitter les lieux, elle observa la cheminée. De la cendre froide s'y accumulait, mais aussi des traces de papier brûlé. Encore une habitude, semble-t-il, chez ceux qui entouraient cette affaire. En quittant la maison, elle croisa Mrs. Penrose, la voisine âgée. Lady Lilian? Oh, elle est montée dans une voiture noire avant-hier. Très tôt, elle portait un manteau épais et elle pleurait. Miss Marple remercia poliment. Une voiture noire, un départ discret et un carnet d'adresses déchiré. Quelqu'un avait convaincu Lady Lilian de fuir. Mais pourquoi maintenant? Et qui conduisait ce véhicule? Ah, le départ précipité de Lady Lilian jetait une ombre plus grande encore sur l'enquête. Miss Marple savait qu'il était temps de consulter une mémoire bien différente, celle de M. Renfield, l'ancien instituteur du village, à la retraite depuis plus de 20 ans. Renfield, malgré son âge avancé, gardait une mémoire d'archives. Il collectionnait des carnets remplis de notes sur la vie du village, ses habitants, les dates, les événements. À ses yeux, chaque détail avait sa place dans une grande fresque d'observation méthodique. Miss Marple lui rendit visite dans son cottage, et après un thé servi avec soin, elle mentionna le nom de Lilian Marchand. Les yeux du vieil homme brillèrent d'une lueur discrète. Oui, elle est devenue célestiote ici bien avant la guerre. Elle était belle, mais si distante, et très proche de Mr. Walsh, je crois. Il sortit l'un de ses vieux carnets. Sur la page de 1934, une note. LM. Arrivée mars. Concert à l'église annulé. Repli sur manoir Henderson. Visite fréquente de H.W. Ses initiales ne laissaient aucun doute. Miss Marple remercia chaleureusement et reprit le chemin de chez elle, plongée dans ses pensées. Ce concert annulé, cette soudaine disparition de la scène musicale, tout coïncidait avec la période évoquée dans la lettre brûlée par Mr. Walsh. À la tombée du jour, elle s'assit de nouveau près de sa fenêtre, là où tout avait commencé. Elle observait la lumière tomber lentement sur les haies et les toits de St. Mary Mead, écoutant, espérant peut-être une nouvelle voix dans la nuit. Mais ce soir-là, c'est le silence qui lui répondit. Pas un souffle de vent, pas un cri d'animal, rien. Comme si le village retenait encore un secret trop ancien pour être murmuré. Elle caressa le carnet de Mr. Renfield posé à côté d'elle. Il y avait là des vérités oubliées, des morceaux d'âme dissimulés dans les marges de l'histoire locale. Elle le savait. Pour comprendre cette voix, il lui faudrait lire entre les lignes. Et pendant qu'elle feuilletait doucement les pages, elle tomba sur une autre mention. Juillet 1935.
Disparition nocturne d'un certain Edgar F. Jamais élucidé. Un nom inconnu, mais une disparition à nouveau. Et si cette voix dans la nuit n'était pas la première? Le nom Edgar F. ne disait rien à Miss Marple. Pourtant, cette disparition en 1935, si discrètement notée par Monsieur Renfield, avait un parfum familier. Elle décida de consulter les archives paroissiales de St. Mary Mead, conservées dans une salle attenante à l'église. Le révérend Bertram, homme affable et curieux, lui ouvrit les registres avec plaisir. Ensemble, ils retrouvèrent un acte de baptême au nom d'Edgar Fairburn, né en 1908, disparu en juillet 1935, sans trace, sans cérémonie funèbre et sans suite judiciaire officielle. Miss Marple parcourut la presse locale de l'époque, mais aucun article ne mentionnait sa disparition. Cela renforça son intuition. Ce silence n'était pas un oubli, mais un choix. Quelqu'un avait effacé Edgar de l'histoire. Délibérément, en rentrant, elle retrouva dans le carnet de Mr. Walsh une note brève, presque illisible. EF. Accident ou silence? Trop tard pour réparer. Ce lien n'était plus une supposition. Mr. Walsh connaissait Edgar, et il portait, semble-t-il, un fardeau. Miss Marple, toujours attentive à la parole discrète des anciens, se rendit chez Madame Bellamy, une couturière à la retraite, qui, dans les années 30, confectionnait des robes pour les jeunes dames du village. À l'évocation d'Edgar Fairburn, son regard se voila. Edgar? Oh, un garçon discret, doux et amoureux de Liliane. Tout le monde le savait, mais elle n'a jamais répondu à ses avances. Un soir, il est venu chez elle. Le lendemain, il avait disparu. Miss Marple se figea. Cette histoire prenait une tournure bien plus ancienne et douloureuse qu'elle ne l'imaginait. Liliane, Edgar, Hector Walsh, un triangle que le temps avait tenté d'oublier. Et si, cette nuit-là, la voix entendue n'avait pas seulement murmuré, mais confessé, une vérité tue pendant des décennies, sortie enfin des ténèbres. Elle rentra chez elle, bouleversée. La maison semblait soudain plus silencieuse que jamais. Elle alluma une bougie, comme pour repousser les ombres du passé. Puis, elle écrivit « Voix dans la nuit ». Voix du passé. Peut-être pas Liliane. Peut-être Edgar. Car si personne n'avait vu Edgar mourir, qui pouvait affirmer qu'il était vraiment parti? Le lendemain, Miss Marple ne sortit pas de chez elle. Elle resta près de sa fenêtre, observant les monts passant, les nuages, les arbres qui frémissaient doucement dans le vent. Elle sentait que quelque chose approchait, pas un danger immédiat, mais une vérité. Vers l'heure du thé, on frappa à sa porte. Elle reconnut aussitôt la silhouette mince et élégante de Lady Liliane, debout sur le seuil, le regard fatigué, mais droit. Elle tenait entre ses mains une boîte de métal qu'elle serrait contre elle comme un bouclier. Miss Marple l'invita à entrer, en silence. Aucune parole n'était nécessaire. La bouilloire sifflait doucement sur la cuisinière. Les rideaux tamisaient la lumière dorée du soir. Lady Liliane posa la boîte sur la table. « Il est temps », dit-elle simplement. Elles s'assirent, face à face. Lady Liliane ouvrit la boîte. À l'intérieur, une lettre scellée, une photo déchirée, un mouchoir taché d'encre et un petit médaillon contenant 2 cheveux noués ensemble. Elle prit la lettre, la tendit à Miss Marple. La lettre
écrite de la main tremblante de Mr. Walsh, était datée de 1935. Il y confessait une dispute avec Edgar Fairburn, une jalousie incontrôlable, une chute dans les escaliers du manoir. Il n'avait pas voulu le tuer, mais n'avait jamais osé l'avouer. Nous avons enterré son corps dans le jardin, derrière la maison Henderson. C'était la seule solution, dit Lillian d'une voix brisée. Nous avons vécu avec ce poids toute notre vie, Hector et moi. Miss Marple ferma doucement les yeux. Le lendemain matin, Miss Marple demanda au sergent Cripps de la rejoindre à l'ancienne demeure des Henderson, aujourd'hui vide et en vente depuis plusieurs années. Elle apportait avec elle la lettre de Mr. Walsh et le médaillon, preuve suffisante pour justifier une fouille du jardin. Le sergent, bien que sceptique, connaissait assez Miss Marple pour ne pas douter de ses intuitions. Ils pénétrèrent dans le jardin arrière, là où la pelouse formait un léger renflement, à peine perceptible, un carré de terre plus dense, trop plat, trop parfait. Avec précaution, 2 agents de la commune, appelés en renfort, commencèrent à creuser. Le ciel était couvert, l'air lourd, comme suspendu dans une attente silencieuse. Après plusieurs minutes, la pelle heurta quelque chose de dur, une boîte métallique, puis des ossements. Le silence tomba sur le groupe comme un linceul. La terre avait gardé le secret, mais pas éternellement. Miss Marple recula d'un pas, joignant ses mains devant elle. « Il ne voulait pas mourir, » murmura-t-elle. « Il voulait seulement être entendu. » Les restes furent transportés avec soin, et une autopsie confirma l'identité probable d'Edgar Fairburn. Pas de violence apparente, une chute, un traumatisme crânien, accident ou altercation. Seule la lettre permettrait d'éclairer les faits. Dans le bureau du révérend, Miss Marple relut une dernière fois les mots de Mr. Walsh. La culpabilité transparaissait dans chaque phrase. Il n'avait jamais trouvé la paix. Et Lillian, en acceptant de cacher la vérité, avait sacrifié sa propre voix au silence. Ce soir-là, le village tout entier semblait respirer autrement, comme si le sol lui-même avait relâché un souffle ancien. Le vent portait un murmure entre les haies. Pas une plainte, pas une menace, mais une paix discrète, celle d'un esprit enfin retrouvé. Miss Marple, seule dans son salon, ralluma la vieille radio, une mélodie ancienne, semblable à celle du disque de Lillian, se mit à jouer. Elle sourit doucement. « Certains mystères ne veulent pas être résolus, » dit-elle à voix basse, mais celui-ci avait besoin d'être entendu. Elle ferma ses yeux, bercée par la musique, et laissa son esprit dériver dans la nuit. Une voix avait parlé, et désormais, le silence ne faisait plus peur. Les jours suivants, St. Mary Mead retrouva lentement son rythme. Les habitants, intrigués par la découverte dans le jardin des Henderson, échangeaient des regards pleins de sous-entendus, mais peu osaient poser des questions directes. Le mystère flottait encore, mais il était désormais moins oppressant. Miss Marple, quant à elle, se rendait plus souvent que d'habitude à l'église, non pas pour prier, mais pour lire, réfléchir et observer. L'ombre d'Edgar Fairburn planait toujours sur les lieux, et elle sentait que quelque chose n'était pas encore totalement révélé. Un matin, alors que la lumière traversait les vitraux de la nef, elle remarqua une chose étrange sur le vieux banc de chêne du fond. Gravé à la main,
presque effacé par le temps, un mot unique apparaissait. Écoute. Juste cela. Rien d'autre. Elle posa les doigts sur le bois, rugueux. Était-ce un hasard, ou un dernier message laissé par quelqu'un qui savait que la voix du silence méritait d'être entendue? Son esprit revint au disque, à la chanson de Liliane, aux mots murmurés. Hector. Elle décida d'en parler au révérend Bertram, qui lui confia un ancien cahier de chorale retrouvé dans les archives de 1934. À la dernière page, en écriture fine, une partition non signée, Nuit d'été. L'encre était pâlie, mais les paroles étaient claires. C'était la même chanson que celle du disque. Le révérend lui avoua ne jamais avoir vu cette page auparavant. Il ajouta qu'un jeune homme, Edgar, venait souvent s'asseoir seul à cet endroit, en silence, sans jamais assister aux offices. Il semblait écouter quelque chose que personne n'entendait. Miss Marple comprit alors ce banc, ce mot, cette musique. Edgar n'avait jamais quitté le village. Il y avait laissé son écho, un fragment de lui-même. Ce n'était pas un fantôme au sens classique, mais une mémoire enracinée, fragile, tenace. En sortant de l'église, elle leva les yeux vers le ciel. Le vent soufflait doucement dans les arbres, comme un chœur lointain. Et elle sut, avec une certitude intime, que la voix entendue dans la nuit ne reviendrait plus. Elle avait enfin été accueillie, reconnue, et reposait, désormais. Miss Marple rentra chez elle, le cœur léger. Le mystère était clos. Mais la paix qu'il laissait derrière lui était plus profonde qu'aucune vérité. Et dans le silence, elle entendit presque un murmure de remerciement, porté par le vent de l'âme. Le calme, revenu à St. Mary, Mead, n'était pas celui de l'oubli, mais celui d'un village qui avait enfin exhalé un secret ancien. Et pourtant, pour Miss Marple, certains détails continuaient de danser à la lisière de ses pensées. Des petites choses, inoffensives en apparence, mais insistantes. Elle repensa au mot « écoute » gravé sur le banc, à la voix entendue cette nuit-là, à la boîte métallique remise par Lady Liliane. Une voix de remords, oui, mais aussi une voix de passage, comme si quelqu'un ou quelque chose avait attendu que tout soit dit pour s'éclipser, enfin. Lady Liliane avait quitté le village après la découverte des restes d'Edgar. Elle avait laissé une lettre d'adieu à Miss Marple, une lettre sans justification, sans tentative de défense, seulement ces quelques mots. Merci de l'avoir écouté, même après tout ce temps. Dans le silence de sa maison, Miss Marple relisait cette lettre chaque soir. Elle y trouvait non, pas de la douleur, mais une forme d'apaisement. La paix ne vient pas toujours par la justice, pensait-elle, mais par la reconnaissance des douleurs passées. Elle rangea alors tous les objets du mystère dans une petite boîte. Le médaillon, la dentelle brodée, la photo déchirée, le carnet de Walsh et le disque. Elle y ajouta une note de sa propre main, un chant oublié, une voix retrouvée. Puis elle ferma la boîte et la glissa dans un tiroir. Le sergent Cripps vint la voir peu après pour lui faire ses adieux. Il avait été transféré dans un autre district. « Je n'oublierai jamais cette enquête », dit-il. « Mais je ne suis toujours pas certain de tout comprendre. »« C'est normal », répondit-elle avec douceur. « Le cœur humain n'est pas toujours fait pour être compris. Parfois, il suffit simplement d'écouter. »
Ce soir-là, elle se promena dans le jardin. Le vent caressait les buissons. Les étoiles perçaient entre les nuages. Elle s'arrêta près du vieux prunier, leva les yeux et respira profondément. Une sensation étrange lui vint, comme une présence, douce et lointaine. Pas une peur, pas un frisson, seulement un murmure dans les feuillages, presque imperceptible, mais réel. Elle n'essaya pas de l'interpréter, elle se contenta de l'accueillir, comme on accueille un souvenir cher qui revient nous effleurer. Et lorsqu'elle regagna sa maison, elle ferma la porte sans bruit. Cette nuit-là, aucun tricot, aucun livre, juste une bougie et le silence, le vrai, celui qu'on ne craint plus. Le matin suivant, St. Mary Mead se réveilla dans une lumière claire, presque lavée, comme si la nuit avait emporté les dernières ombres, ne laissant derrière elle que le bruissement tranquille de la vie qui reprend. Les enfants riaient sur le chemin de l'école, les fenêtres s'ouvraient, les volets claquaient doucement. Miss Marple arrosa ses plantes avec calme, comme chaque matin. Mais ce jour-là, son regard semblait plus loin, plus ancré encore dans le présent, après ce long voyage, à travers les souvenirs des autres. Il n'y avait plus de voix dans la nuit, mais il restait une histoire à transmettre. Elle s'assit à son bureau et commença à écrire une lettre destinée à nul autre qu'à elle-même. Une lettre de clôture. Elle y évoqua Edgar Fairburn, Lillian Marchand, Hector Walsh et même le sergent Cripps, non pas pour raconter le crime, mais pour noter ce que ce mystère lui avait appris. La patience du silence, la fragilité du cœur humain et la beauté de l'écoute. Le disque de Lillian jouait doucement en fond. Elle avait décidé de le garder, non comme une preuve, mais comme une mémoire. Un chant que seule elle comprenait désormais. Un chant de pardon, d'amour discret et de deuil apaisé. En fin d'après-midi, elle marcha lentement jusqu'à l'église. Elle s'assit seule, sur le banc du fond, là où écoute était gravé. Elle posa la main sur le bois et ferma les yeux. Elle n'attendait plus rien. Elle offrait simplement sa présence au passé. Puis, avec un petit sourire, elle murmura « Je vous ai entendu. Et je ne vous oublierai pas. » En rentrant chez elle, le ciel s'assombrit légèrement. Une pluie fine commença à tomber, douce et régulière, comme un dernier rideau sur une pièce jouée en silence. Elle alluma sa lampe, servit sa tisane et reprit son tricot. La vie continue, toujours. Mais quelque part, dans un tiroir fermé, une boîte contenait tout ce que la voix de la nuit avait réveillé.